Merci. Donc, je représente le GIN, Global Impact Investing Network. C'est une organisation à but non lucratif qui permet d'améliorer l'efficacité et l'impact de l'impact investing. Nous avons plusieurs méthodes. L'une de ces méthodes est de mener et de partager les recherches sur des questions importantes en termes de valeur de cet investissement d'impact. Aujourd'hui, je vais faire une présentation sur les premières conclusions d'une publication qui va être disponible au mois d'avril sur le paysage de l'investissement d'impact en Afrique de l'Est. Alors, rapidement, voici l'étude avec quelques éléments clés, conclusions clés. Je vais passer peut-être la représentation des pays parce que je sais qu'on est en retard, et puis vous donner quelques éléments d'ordre régionaux à titre de conclusion. On a travaillé avec des recherches, des partenaires de recherche, des organisations au nombre de 11 basées à Nairobi qui travaillent depuis plusieurs années en Afrique de l'Est. Et principalement, ce sont des intermédiaires en fait qui travaillent avec les PME et les managers pour permettre d'augmenter ce capital d'investissement et les aider à identifier les opportunités d'investissement et investir le capital. Donc, c'est une expérience en Afrique de l'Est qui vise à récupérer des connaissances détaillées sur la situation. Cela fait plus de 6 mois que nous menons à bien cette enquête dans ces 11 pays que vous voyez à l'écran en Afrique de l'Est. Particulièrement, nous nous attachons à travailler avec l'Éthiopie, l'Ouganda, le Kenya, la Tanzanie, l'Ouganda, puisqu'il y a un investissement d'impact en expansion, en particulier dans ces pays. Le type des recherches que nous avons menées permet d'avoir une vision globale du tissu social et économique et l'idée de définir la taille des marchés, les besoins, les demandes en la matière dans ces différents pays. Et nous avons donc analysé l'impact au niveau des écosystèmes, les réglementations, nous avons considéré les autres acteurs, voir le flux de capitaux également et développer les opportunités, les challenges également de développement dans ces différents pays. Je ne vais pas pouvoir effectivement présenter l'ensemble de ces détails. Par conséquent, je vais juste mentionner des éléments assez généraux et puis on parlera in fine des défis et des opportunités à saisir en termes de croissance. Comme je vous l'ai dit, c'est un rapport qui sera disponible au mois d'avril et comme toutes les recherches que nous soutenons, nous développons, ce document sera gratuit. Nous avons découvert que plus que 150 investisseurs d'impact sont actifs dans cette région d'Afrique, Afrique de l'Est. Tous ne sont pas implantés localement, mais un certain nombre d'entre eux le sont. Et il y a différents types d'investissements d'impact, institutions financières, des fondations, des banques commerciales et un grand nombre de fonds d'impact également. Nairobi semble être vraiment la plateforme principale dans cette région d'Afrique de l'Est, puisqu'il y a un grand nombre d'organisations qui y sont basées, mais il y a également un grand nombre et un nombre croissant de marchés locaux en expansion. Je voudrais également vous dire que ce sont des résultats préliminaires que nous vous présentons aujourd'hui. Donc, nous avons confiance, bien sûr, et nous pouvons assurer les chiffres qui vous seront précédés, mais il vous faudra attendre le rapport final que le rapport final soit prêt pour conforter les chiffres. Alors, quels sont les éléments clés de cette recherche, les conclusions clés? Il y a 2 choses que l'on peut considérer sur cette slide. En rouge, vous voyez les investissements, donc par les institutions financières principalement, et en bleu, vous voyez ce qui est dépensé par tous les autres investisseurs d'impact. Donc, on a séparé ces 2 catégories, évidemment. Tout d'abord, en fonction du pays considéré, le Kenya a reçu près de la moitié des investissements d'impact disponibles dans la région. L'Ouganda et la Tanzanie comptent pour à peu près 30 et 12% respectivement. L'Éthiopie maintenant, même si c'est le plus grand pays de la région en termes de PIB, l'Éthiopie a reçu 7% du capital d'investissement d'impact. Rwanda, 4%, c'est à peu près équivalent à son PIB. C'est également intéressant de voir
que les fonds d'investissement en faveur du développement, qui sont donc vraiment, qui se taillent la part du lion dans cette activité, près de 85% en investissement d'impact en Afrique de l'Est, se font grâce à ces fonds d'investissement de développement. Sont présents. Donc, si vous regardez, et les chiffres sont un peu difficiles à lire, j'en suis désolée, mais en termes de nombre d'affaires, les 5 principaux pays, dans les 5 principaux pays, on se rend compte que ce ne sont pas les fonds de développement qui sont les principaux investisseurs. Donc, il y a encore une marge de manœuvre pour accélérer cela. Si nous considérons le capital d'impact a été dépensé secteur par secteur, on voit sur la gauche qu'il y a les DFI, donc les fonds de développement, et les dépenses par les autres types d'investisseurs. La première chose à remarquer, c'est que les services financiers sont bien sûr le secteur privilégié en termes d'investissement d'impact, quel que soit le type d'investisseur. Mais nous voyons qu'il y a également des variations importantes. Après les services financiers, les autres secteurs privilégiés, l'énergie, les infrastructures, l'extraction et la manufacture. Il y a d'autres intérêts en termes d'agriculture et d'habitation. Autre chose et autre élément intéressant, c'est que le nombre d'investissements dans l'énergie sont équivalents entre les DFI et les non-DFI, c'est-à-dire les fonds de développement. Ces fonds ont investi dans 38 affaires contre 36 pour les non-DFI. Les chiffres relatifs, en revanche, sont extrêmement différents. Il y a un gros écart en valeur absolue. Donc, ça vous donne un petit peu la nature de ces investissements par rapport au type d'investisseurs. Autre chose qu'il faut remarquer, c'est que l'investissement dans l'éducation, la santé, les services de base n'ont pas été aussi intéressants, n'ont pas attiré autant de capitaux de ces différents types d'investisseurs. Avec ces petites représentations, on voit la taille des affaires. Sur la gauche, nous avons les DFI et à droite, nous avons les autres types d'investisseurs. On peut voir ici que la tâche de chaque camembert dépend du volume, représente le volume des capitaux. Et le nombre à l'intérieur représente le nombre de transactions par DFI. Donc, il y a des choses qu'il faut remarquer. Tout d'abord, plus de 50% des investissements DFI en Afrique de l'Est sont des transactions de plus de 50 millions de dollars, alors que 10% seulement sont des transactions de moins d'1 million de dollars. Sur la droite, on considère les non-DFI et on voit que la majeure partie des investissements, sont près de 80%, sont de moins de 5 millions de dollars en termes de taille. Donc ça vous donne une idée qui peut expliquer en fait pourquoi beaucoup d'investissements DFI se font dans les investissements dans le domaine de la finance, de l'énergie, etc. Et c'est principalement ce que ce type d'investisseur recherche. Alors, les conclusions ici ne sont pas véritablement une surprise, puisque ce sont les instruments utilisés par les différents types d'investissements. Nous voyons que les DFI s'attachent principalement à la dette, puisque 3/4 des investissements touchent cette dette, alors que les non-DFI font des investissements principalement en termes de fonds propres. Ça veut dire que cette dette est un gap important, puisque les non-DFI principalement investissent dans des plus petites organisations et utilisent des fonds propres principalement. Donc, la dette, au début d'un deal, est extrêmement critique et bien sûr, cet élément de la dette sera développé dans le rapport tout entier. Je vais passer sur les pays parce que nous n'avons pas le temps de les développer et je vais passer directement à un certain nombre de thèmes régionaux que je voudrais présenter. Il y a 5 thèmes régionaux que je souhaiterais évoquer tout d'abord, et c'est évident, évidemment, puisque je l'ai dit à l'origine, c'est qu'il y a un besoin important de capital d'impact dans cette région. L'ensemble des pays sont
en retard en termes d'indicateurs de développement humain, d'éducation, de santé, de pauvreté. Il y a un manque d'accès aux services de base, l'énergie entre autres, et les services financiers. Donc, tout ceci crée des opportunités pour les investisseurs d'impact et leur permettant ainsi d'investir dans des produits, dans des services qui permettront d'améliorer l'accès à l'ensemble de ces biens et de ces services. Deuxièmement, c'est la centralité des DFI. Ce que j'ai dit par le passé, c'est 85% des capitaux d'impact se font par le biais d'instituts de développement. Donc, même les fonds d'investissement d'impact s'appuient sur les DFI. 60% de ces capitaux sont levés par des institutions financières. Donc les DFI sont vraiment un élément de référence dans la région et pour investir en termes de fonds d'investissement d'impact. Troisième chose, les investisseurs de la région n'ont pas d'allocation de distribution dans des pays en particulier, mais ils considèrent la région dans son ensemble. Et c'est important parce que même s'il existe certains pays qui n'ont pas reçu un grand nombre de capitaux à l'heure actuelle, dans la mesure où il y a un intérêt régional, s'il y a différentes opportunités qui se présentent, eh bien, un capital important reste disponible pour l'ensemble de cette région et pour l'ensemble de ces pays, même s'ils sont plus petits. Quatrièmement, il y a un certain nombre de défis communs dans toute la région, partagés par cette région. Et ces défis sont au niveau des personnes qui bénéficient de l'investissement et des investisseurs. Tout d'abord, un grand nombre d'entreprises dans ces pays sont des entreprises non formelles, donc il manque de financement formel. Et puis, il manque également de capital humain qualifié. Il est par conséquent difficile d'avoir un modèle économique qui justifie l'utilisation du capital fourni par les investisseurs. Au niveau des investisseurs, eh bien, même si un grand nombre d'organisations ont une présence locale en Afrique de l'Est, la plupart des décisions se font en dehors de cette région et par conséquent, les comités d'investisseurs se trouvent ailleurs. Par conséquent, les processus de due diligence et l'investissement de capital sont des processus qui prennent beaucoup plus de temps que cela ne le devrait. Il y a également des opportunités qui sont mises en lumière par le nombre d'interviews que nous avons menées. D'abord, il y a une présence locale sur ces marchés. Deuxièmement, en étant en contact étroit avec un soutien technique pour soutenir les investissements avant, pendant et après, pour réduire le temps de due diligence et permettre également d'améliorer la performance de l'activité après l'investissement. Et les investisseurs vont bénéficier d'une expertise de ces secteurs en développement. Un grand nombre d'investisseurs connaissent peu les secteurs, mais il y a un certain nombre d'opportunités clés, comme dans certains secteurs, l'énergie, l'agriculture, etc. Donc, il y a une expertise dans ces secteurs en développement qui seront des opportunités à saisir pour ces investisseurs. Donc, il y a une tendance assez positive ces 4 dernières années. 11% de croissance moyenne en termes de placement par des investisseurs d'impact ont été enregistrés. En 2011, on est passé d'1 milliard à 1,5 milliard d'investissements de 2011 à 2013 et on pense qu'il y a une sous-estimation de ces investissements parce que toutes les données n'ont pas encore été analysées là-dessus. Alors, à titre de conclusion, comme je l'ai dit, ce rapport va être publié au mois d'avril 2015. Nous aurons 13 chapitres et chaque pays, chacun des 11 pays sera détaillé avec des questions spécifiques sur le développement institutionnel, les opportunités en Afrique de l'Est. On parlera également des challenges et des défis à partager. Le GIN publiera 2 autres rapports similaires, l'un sur les marchés en Afrique de l'Ouest et l'un sur les marchés en Afrique du Sud. Et c'est quelque chose qui sera lancé en moyenne d'année et qui sera bien sûr à la disposition de toutes les personnes qui sont intéressées. Si vous êtes une organisation intéressée, n'hésitez pas à venir vers moi aujourd'hui. Et dernière chose que j'aimerais vous dire, c'est que le GIN recherche également 2 personnes à temps plein
pour améliorer l'efficacité de notre travail sur le continent. Par conséquent, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour nous et que nous souhaitions effectivement vous en parler. Nous espérons que vous nous servirez de relais en la matière. Merci beaucoup. C'était une petite présentation en Afrique sur le panorama en Afrique de l'Est. Vous voyez mon adresse email si vous souhaitez me poser des questions.